Il existe un genre de silence particulier qui remplit une pièce, quand votre propre chair et votre propre sang cessent de vous regarder comme un être humain et commencent à vous considérer comme un actif générateur de rendement. Les gens pensent que la trahison se manifeste par des explosions soudaines. Ils s'attendent à des voix fortes, du verre brisé et des larmes dramatiques. Ils se trompent entièrement. La trahison la plus profonde est logistique. Elle ressemble à votre père qui demande les mots de passe-maître de vos comptes d'entreprise, pendant que votre neurologue explique encore les risques de votre chirurgie de la colonne vertébrale. Il se tenait au-dessus du canapé de mon salon, me fixant, tandis que ma colonne vertébrale s'effondrait littéralement à l'intérieur de mon corps. Quelqu'un doit contrôler les hôtels pendant que tu récupères, Harrison, a-t-il dit, sa voix totalement dépourvue de chaleur paternelle. Il n'a pas demandé si j'avais mal. Il n'a pas demandé si j'étais terrifié par le couteau. Il voulait juste les clés maîtresses de mon empire hôtelier-boutique, évalué à 43 millions de dollars. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà tendu le piège. Je m'appelle Harrison. J'ai 34 ans. J'ai bâti une entreprise hôtelière massive, à partir de zéro, transformant une série de bâtiments abandonnés et délabrés en une collection de 4 hôtels-boutiques de luxe. Je gère un personnel de centaines de personnes. Je supervise des rénovations de plusieurs millions de dollars. J'évalue les risques. Je comble les lacunes, et je protège mes actifs avec une efficacité impitoyable. Et la nuit précédant mon opération pour une fusion vertébrale à haut risque, mes parents ont tenté d'orchestrer une prise de contrôle hostile de mon œuvre. Ils ont supposé que ma douleur physique intense faisait de moi une cible facile. Ils ont pensé que mon agonie m'aveuglerait face à leur raid corporatif. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. L'air de mon salon, ce soir-là, était lourd et suffocant, totalement déconnecté de la climatisation fraîche qui bourdonnait en arrière-plan. Chaque fois que je respirais, une forte décharge électrique de douleur irradiait le long de mon bas du dos et dans ma jambe gauche. Mes vertèbres L4 et L5 s'effondraient. Les disques avaient complètement disparu, laissant les os grincer l'un contre l'autre. La douleur était une entité vivante, respirante, dans la pièce avec nous. Elle me forçait à m'appuyer maladroitement contre la coudoir du canapé, mon visage pâle, mon corps tremblant légèrement par le simple effort de rester conscient. Pourtant, mon père, Wallace, ne regardait pas mes mains tremblantes. Il ne regardait pas la lourde bouteille d'analgésique sur ordonnance posée sur la table basse en verre. Il me regardait avec les yeux froids et calculateurs d'un auditeur, découvrant une anomalie sur un bilan. Il était vêtu de son pantalon de ville repassé habituel et d'une chemise de golf, projetant une image de retraite confortable entièrement financée par la dette. Ma mère, Béatrice, se tenait à quelques pas derrière lui. Elle serrait fermement son sac à main de créateur contre sa poitrine, son visage figé dans un sourire tendu et nerveux qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle arborait l'expression d'une femme qui savait qu'elle faisait quelque chose de terrible, mais qui s'était déjà convaincue que c'était pour le bien commun. Il ne regardait pas un fils confronté à une procédure médicale terrifiante. Il regardait 4 propriétés très rentables. Il voyait mon anesthésie imminente, non pas comme une urgence médicale, mais comme une vacance, un manquement temporaire à la sécurité qu'il pouvait exploiter. Dans ma famille, la dynamique avait toujours été brutalement simple. J'étais celui qui produisait, le fiable. Mon jeune frère, Julien, était l'enfant prodige qui consommait. Et, en ce moment, Julien avait besoin d'un nouveau titre, d'un nouveau jouet avec lequel jouer et d'une nouvelle source de financement illimitée. J'étais assis là, respirant à travers la douleur lancinante dans mon dos, et j'observais les 2 personnes qui m'avaient mis au monde comploter pour voler tout ce que j'avais saigné pour construire. Un fils normal aurait pu pleurer. Un fils normal aurait pu leur crier dessus, exigeant de savoir comment ils pouvaient être si sans cœur. Mais je n'ai pas versé une seule larme. La douleur lancinante dans ma colonne vertébrale fut soudain éclipsée par la clarté glaçante d'un cadre identifiant une faille structurelle fatale. J'ai regardé mon père. J'ai regardé le bloc-notes légal qu'il tenait si fermement. J'ai vu le vol silencieux et calculé prendre forme juste devant moi. Il pensait que ma nature logique signifiait que je n'avais pas besoin d'amour ou de protection. Ils ont utilisé mon indépendance comme une arme contre moi. Mais ils ont gravement sous-estimé le monstre qu'ils avaient créé. Ils pensaient acculer un homme estropié. Ils ne réalisaient pas qu'ils fonçaient droit dans un mur de béton. Alors, comment exactement un dîner de famille s'est-il transformé en un braquage d'entreprise? Et qu'ai-je fait pour m'assurer qu'ils perdaient absolument tout? Laissez-moi vous ramener à la salle de la clinique,
où le sol s'est complètement dérobé sous mes pieds. C'était un mardi matin, quelques jours seulement avant la confrontation dans mon salon. La chaleur estivale cuisait déjà le trottoir extérieur, bien approprié pour une ville qui loue les gens capables de résister à la pression. Je me glorifiais de ce genre précis d'autonomie implacable. Je travaillais 85 heures par semaine, gérant la logistique quotidienne de mon empire hôtelier. Je ne prenais pas de congé maladie. Je ne prenais pas de vacances. Je ne demandais certainement pas d'aide. Puis, l'engourdissement a commencé. Il a débuté par une douleur sourde et persistante dans le bas du dos, quelque chose que j'avais initialement écarté comme de la fatigue due à la marche sur les chantiers de ma dernière acquisition immobilière. Mais en quelques semaines, cela s'est transformé en un choc aigu et irradiant dans ma jambe gauche. Au moment où je me suis enfin assis sur le papier froissé de la table d'examen, je pouvais à peine me tenir debout sans m'accrocher au mur. Le chirurgien orthopédiste est entré dans la pièce, le visage sombre, et a affiché les résultats de mon IRM sur l'écran lumineux. Les images étaient incontestables, ma colonne vertébrale inférieure était une zone sinistrée. Il a programmé une fusion vertébrale d'urgence pour le lundi suivant. Il a détaillé les risques graves, le matériel en titane qui serait perforé de manière permanente dans mes os, et la période de récupération stricte de 2 mois, où je serais confiné à une attelle rigide et à un lit. Je me suis assis dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital, fixant le volant. Je ne pouvais pas appuyer sur les pédales, ma jambe gauche était entièrement engourdie. Pendant un bref et insensé moment, je me suis permis d'être vulnérable. Je me suis permis d'avoir besoin de mes parents. J'ai appelé Wallace et Béatrice. Je leur ai dit que j'étais bloqué à la clinique et que j'avais besoin qu'on me ramène à la maison. Je leur ai demandé de m'aider à récupérer mes lourds analgésiques à la pharmacie. Ils m'ont rejoint chez moi 2 heures plus tard. Wallace est entré par la porte d'entrée, non pas avec une main secourable, mais en portant un épais bloc-notes juridique jaune. Béatrice le suivait de près. Ils se sont assis en face de moi à ma propre table à manger. Ma colonne vertébrale lançait des battements à chaque respiration, un feu implacable brûlant dans mes nerfs, mais je me suis forcé à m'asseoir droit et à les observer attentivement. Wallace n'a pas demandé ce que le chirurgien avait dit concernant les dommages nerveux permanents. Béatrice n'a pas demandé qui m'aiderait à me baigner, à préparer mes repas, ou à changer mes pansements chirurgicaux pendant que j'étais immobilisé dans une attelle. Wallace a simplement cliqué sur son stylo coûteux, a posé le bloc-notes sur le bois poli de ma table à manger, et s'est penché en avant. « Harrison, dit-il, son ton adoptant une cadence corporative familière et distante. Nous devons discuter de qui détient les clés des beaux immobiliers commerciaux pendant ton absence. Quelqu'un doit gérer les choses pendant que tu récupères. » Béatrice a hoché la tête rapidement, posant sa main sur la sienne. « Nous voulons juste nous assurer que tes comptes d'exploitation sont sécurisés, chérie, dit-elle, sa voix dégoulinante d'une fausse sollicitude maternelle. Tu ne peux pas te stresser avec la paie et les contrats fournisseurs pendant que tu es fortement sous analgésique. Je suis resté très immobile. La douleur lancinante dans mon dos s'est soudainement atténuée, remplacée par la sensation glaciale et engourdissante d'une clarté absolue. Dans les opérations commerciales, le silence est un outil de diagnostic incroyablement puissant. Il révèle qui est désireux de combler le vide. Wallace s'est agité sur sa chaise et a tapoté son stylo sur le bloc-notes légal, attendant que je lui remette les clés d'un royaume qu'il n'avait jamais aidé à construire. Mes parents ne me regardaient pas avec inquiétude. Ils regardaient mes 4 hôtels-boutiques rentables. Ils voyaient mon anesthésie imminente et ma faiblesse physique comme la parfaite fenêtre d'opportunité. Julian, mon frère de 30 ans, était actuellement au chômage après l'implosion de sa dernière entreprise. Julian avait besoin d'un nouveau titre exécutif pour flatter son ego démesuré. Et mes parents voyaient mon entreprise de plusieurs millions de dollars comme une opération clé en main, attendant juste un changement de direction. Je n'ai pas répondu immédiatement à mon père. J'ai laissé le silence s'étirer sur ma table à manger, épais et lourd. J'ai observé Wallace taper son stylo. J'ai observé Béatrice éviter mon regard direct. Il pensait être subtil. Il pensait masquer leur avidité derrière l'illusion d'une sollicitude parentale. Mais j'ai vu clair dans leur jeu. Les vautours tournaient déjà, et je n'étais même pas encore mort. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour voler le travail de ma vie? La construction de mon empire hôtelier a nécessité 7 ans de travail brutal et acharné. Cela a commencé avec un motel routier délabré, infesté de cafards, que j'ai acheté lors d'une vente aux enchères de saisie.
J'ai dormi sur un matelas sale dans le bureau arrière pendant 2 ans. Je me réveillais à 3 heures du matin pour examiner les plans architecturaux, et je restais après minuit pour récurer personnellement la moisissure des carreaux de salle de bain, car je n'avais pas les moyens d'embaucher une équipe de nettoyage. J'ai négocié chaque prêt commercial, conçu chaque suite de luxe, et lancé 4 propriétés boutiques haut de gamme sans jamais demander un seul sou à ma famille. Aujourd'hui, cet empire est évalué à 43 millions de dollars. Mes hôtels s'adressent à une clientèle d'élite. Nous accueillons des retraites d'entreprises et des mariages de célébrités. Mais mes parents n'ont jamais assisté à une seule grande ouverture. Lorsque mon deuxième hôtel de luxe a franchi son premier grand jalon de revenus, ma mère m'a envoyé un bref message texte. Il disait simplement « Continue ton bon travail ». C'était toute l'étendue de leur investissement dans ma vie. Julien a reçu un type d'investissement remarquablement différent. Mon jeune frère traite l'entrepreneuriat comme un passe-temps occasionnel, financé par un distributeur automatique sans fonds. Au cours des 5 dernières années, il a lancé et mis en faillite 3 entreprises distinctes. Mais l'échec le plus spectaculaire a été sa société de trading de crypto-monnaies. Julien a dilapidé 120 000 $ des économies de retraite de nos parents en moins de 6 mois. Il a acheté une voiture de sport de luxe pour projeter une image de succès, tandis que ses clients perdaient tout. Lorsque l'entreprise s'est inévitablement effondrée, et que les créanciers ont frappé à la porte, Béatrice a organisé un dîner somptueux pour lui. Elle s'est levée, a levé un verre de champagne coûteux et a porté un toast à Julien pour son incroyable bravoure à essayer quelque chose de nouveau. Quand j'ai obtenu l'acte commercial pour ma 4e propriété hôtelière, Béatrice m'a demandé si j'étais sûr de pouvoir gérer le stress sans faire une dépression nerveuse. Dans notre famille, mon succès massif était une attente de base. Les échecs massifs de Julien étaient une circonstance malheureuse, nécessitant un sauvetage financier immédiat. La douleur spécifique de cette dynamique ne vous frappe pas d'un coup. Elle s'accumule lentement, sur des décennies. C'est un musée de la douleur, et chaque souvenir est une exposition coupante et acérée. L'exposition la plus douloureuse a eu lieu il y a exactement 4 ans. Julien avait contracté un prêt à intérêt élevé pour financer une marque de style de vie ridicule, et il avait fait défaut. Les prêteurs agressifs menaçaient de poursuivre nos parents, qui avaient bêtement contresigné l'accord. Wallace s'est présenté à mon hôtel phare, pendant le week-end le plus chargé de l'année. Il m'a tiré dans mon bureau privé, a fermé la porte, et a exigé que j'écrive un chèque de 50 000 $ pour sauver son enfant prodige. J'ai refusé. Je lui ai dit que les revenus de mon hôtel n'étaient pas un fonds de trésorerie pour les illusions de Julien. Wallace m'a regardé avec un pur dégoût. Il m'a dit que j'étais un fils égoïste et ingrat, qui ne comprenait pas le sens de la loyauté. Il est sorti de mon bureau et ne m'a pas parlé pendant 6 mois d'affilée. Il n'a repris contact que lorsqu'un grand magazine économique a publié un article de couverture sur mon portefeuille de 43 millions de $. Il a réalisé que mon succès devenait trop visible pour être ignoré, alors il est passé de l'éloignement à la surveillance constante. J'aurais dû reconnaître cette surveillance pour ce qu'elle était, de la reconnaissance. Ils ont toujours excusé le comportement imprudent de Julien en affirmant qu'il possédait une âme créative et visionnaire, tandis que je ne possédais qu'un esprit froid et pratique. Ils ont utilisé ma logique comme une arme contre moi, supposant que ma nature pragmatique signifiait que je n'avais pas besoin de louanges, de soutien ou de protection. Assis à la table de la salle à manger, écoutant mon père réclamer les clés de mon empire, la dernière illusion d'amour parental inconditionnel s'est complètement dissoute. J'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais une infrastructure. J'étais la fondation en béton qui permettait à Julien de construire ses châteaux de carton dans le ciel. Et maintenant, il prévoyait de démolir cette fondation pour en récolter les matières premières. Mais que se passe-t-il lorsque l'infrastructure décide de riposter? La réalité de leur dernier stratagème s'est cristallisée 2 jours après mon diagnostic. J'étais assis dans la banquette d'angle du hall de ma propriété phare, essayant de finaliser la paix mensuelle sur mon ordinateur portable. Ma colonne vertébrale donnait l'impression de frotter contre du verre brisé à chaque léger mouvement. Mais je devais m'assurer que mon personnel était pris en charge avant mon admission à l'hôpital. Les lourdes portes d'entrée en verre se sont ouvertes. Julien est entré. Il portait un costume en lin sur mesure, qui coûtait probablement plus qu'un mois de salaire d'une femme de ménage, entièrement financé par Wallace puisant dans le capital de sa maison en déclin. Il avait tout l'air de l'exécutif arrogant et soigné qu'il n'avait jamais réussi à devenir. Il ne m'a pas cherché.
Il n'a pas parcouru le grand hall pour voir comment son frère aîné tenait le coup, quelques jours seulement avant une chirurgie majeure qui changerait sa vie. Il est passé devant ma banquette, ses chaussures en cuir claquant bruyamment sur les sols en marbre importé, et s'est dirigé directement vers la réception pour affronter Elias. Elias est mon directeur des opérations. C'est un professionnel aguerri qui m'a aidé à poser les planchers de mon premier motel. C'est mon bras droit, farouchement loyal, et il ne supporte pas les imbéciles. J'ai gardé la tête baissée, caché derrière l'écran de mon ordinateur portable, et j'ai observé leur interaction à travers le reflet d'un grand miroir décoratif sur le mur. Julien n'a pas demandé à Elias comment le personnel de l'hôtel gérait la transition à venir. Il n'a pas posé de questions sur les taux d'occupation. Au lieu de cela, Julien a sorti un mètre laser de sa mallette de créateur. J'ai regardé, dans un silence absolument stupéfait, mon petit frère au chômage pointer le laser rouge sur les murs de mon bureau privé. Il se tenait dans le hall de l'hôtel que j'avais construit à travers des années de sueur et de sacrifice, et a commencé à calculer la superficie pour voir si son nouveau bureau ergonomique massif s'y adapterait. Elias semblait très confus et profondément irrité. Il a déplacé son poids, sa mâchoire serrée, et a jeté un coup d'œil vers le coin salon du hall, cherchant mes directives. J'ai croisé son regard dans le miroir et j'ai esquissé un hochement de tête à peine perceptible. Je voulais voir jusqu'où Julien irait dans ce délire. Julien se tenait près du bureau du concierge, expliquant bruyamment à Elias qu'il prévoyait de rationaliser les contrats avec les fournisseurs de luxe, une fois qu'il interviendrait pour gérer la transition. Il a utilisé des phrases creuses à la mode sur la synergie de marque et l'alignement sur le marché. C'étaient des mots à la mode, signalant un manque total de connaissances réelles en hôtellerie. Il traitait déjà le travail de ma vie comme sa prochaine aventure de start-up. Puis, Julien a franchi une ligne, transformant cela d'une gêne familiale en une menace commerciale critique. Il s'est penché sur la réception, a tapoté son doigt sur le bois poli, et a dit à Elias qu'il devrait réduire drastiquement les heures de ménage pour optimiser les marges bénéficiaires pendant ma période de récupération. Il dictait la politique dans un bâtiment qu'il ne possédait pas, utilisant une autorité qu'il ne détenait pas, et menaçant les moyens de subsistance d'employés dont je payais les salaires de ma propre poche. En le regardant se pavaner sur mes sols en marbre, un changement profond s'est produit dans mon esprit. La trahison a cessé d'être une blessure émotionnelle. Elle s'est transformée en une vulnérabilité structurelle. J'ai cessé de regarder Julien comme un frère. J'ai cessé de regarder Wallace et Béatrice comme des parents. Je les ai évalués exactement de la même manière que j'évalue un fournisseur défaillant ou une chaîne d'approvisionnement compromise. Ils étaient une responsabilité d'entreprise. Et en affaires, on élimine les responsabilités. Mais comment éliminez-vous une menace qui porte votre nom de famille? Je suis resté dans ma banquette, sirotant un verre d'eau glacée, observant chaque pas arrogant de Julien. J'ai pris des notes mentales sur ces énormes suppositions. Il a supposé que mon personnel loyal s'alignerait simplement et obéirait à ses ordres. Surtout, il a supposé que j'étais trop distrait par ma colonne vertébrale qui s'effondrait, et ma douleur intense, pour le remarquer en train de mesurer les rideaux de son nouveau bureau d'angle. Il pensait que ma faiblesse physique équivalait à une torpeur mentale. J'ai fini mon eau et fermé mon ordinateur portable. Puis, mon téléphone a vibré violemment contre la table. J'ai retourné l'écran. C'était une alerte de sécurité automatisée de haute priorité, provenant de mon institution bancaire commerciale. J'avais mis en place des protocoles de surveillance stricts des années auparavant pour protéger mon capital d'exploitation contre tout accès non autorisé. Le message texte sur mon écran était bref et cliniquement terrifiant. Une demande de renseignement de crédit approfondi venait d'être initiée sur ma ligne de crédit commercial principale de 43 millions de dollars. Quelqu'un avait formellement demandé les formulaires d'autorisation requis pour ajouter un nouveau signataire à mes comptes d'exploitation d'entreprise. J'ai fixé l'écran lumineux. Les pièces se mettaient en place beaucoup plus vite que prévu. Ma famille n'attendait pas que je subisse une intervention chirurgicale. Ils essayaient déjà de forcer les serrures du coffre-fort. J'ai pris les clés de ma voiture et j'ai roulé vers la maison de mes parents. Le plan original pour l'après-midi était simple, je voulais déposer mes clés de maison de rechange, afin que Wallace et Béatrice puissent relever mon courrier et arroser mes plantes pendant ma convalescence. C'était une demande banale, de la part d'un fils confronté à une procédure médicale terrifiante. J'ai garé ma voiture dans la rue, la mettant à l'abri sous l'ombre d'un grand chêne. J'ai remonté le râlet immaculé, combattant la douleur fulgurante dans ma jambe à chaque pas.
J'ai déverrouillé leur porte d'entrée en utilisant le code du clavier numérique. La lourde porte en bois s'est ouverte sans un bruit. J'ai enlevé mes chaussures dans l'entrée, par une longue habitude de respect. Cette habitude calme et respectueuse m'a offert une audience sans filtre pour ma propre exécution. J'ai entendu les voix avant même de franchir le seuil du foyer. Le salon est juste après le couloir principal, légèrement en contrebas et résonnant avec une acoustique impeccable. Un homme parlait. Sa voix portait la petite distorsion compressée d'un haut-parleur de téléphone. Ce n'était pas un appelant occasionnel. Il utilisait une terminologie juridique précise et agressive. J'ai appuyé mon dos contre le plâtre frais du mur du couloir, retenant mon souffle. Ma colonne vertébrale battait, mais la douleur physique a disparu sous une vague soudaine d'adrénaline glaciale. L'homme au téléphone était Barrett, un avocat transactionnel de bas niveau que Wallace engageait parfois. Barrett expliquait les mécanismes d'une prise de contrôle hostile d'entreprise. Nous pouvons rédiger la procuration financière durable pour englober tous les actifs commerciaux et personnels, dit Barrett, sa voix dégoulinant d'une confiance visqueuse. La clé est la clause d'activation différée. Le document reste complètement dormant jusqu'à ce qu'un événement déclencheur spécifique se produise. Dans ce cas, nous lions l'activation directement à l'admission formelle d'Harrison dans l'unité chirurgicale. La seconde même où il est enregistré et préparé pour l'anesthésie, le pouvoir total vous est transféré. Wallace s'éclaircit la gorge. Sa voix semblait impatiente, dépouillée de la sollicitude paternelle qu'il avait jouée dans ma salle à manger quelques jours auparavant. Et ce document me donnera un accès illimité au compte d'exploitation de l'hôtel? Nous devons pouvoir rediriger les fonds immédiatement. Oui, répondit Barrett avec fluidité. Lors de la présentation du document signé à sa banque commerciale, vous posséderez l'autorité de signer des chèques, de modifier les accords avec les fournisseurs et de restructurer sa dette d'entreprise. Je restais figé dans l'ombre du couloir. Les mots flottaient dans l'air froid, toxique et indéniable. Il cartographiait le coffre-fort avant même d'en franchir les portes. Il prévoyait d'entrer dans ma chambre d'hôpital avec une pile de formulaires d'urgence, enfouissant leur procuration frauduleuse sous des décharges chirurgicales de routine. Ils avaient l'intention de tirer parti de ma douleur, de ma peur et de mon état vulnérable, pour obtenir une signature qui les autoriserait légalement à piller mes hôtels. J'ai baissé les yeux sur les clés de maison de rechange reposant dans ma paume. Si j'entrais dans ce salon, ils mentiraient. Béatrice pleurerait et prétendrait qu'ils essayaient juste de protéger mon héritage. Wallace m'accuserait d'être paranoïaque. Il déchiquetterait les documents, attendrait que je passe sous le couteau, et trouverait une autre méthode pour siphonner mon capital. En affaires, on n'interrompt jamais un concurrent alors qu'il commet une erreur critique. On le laisse s'engager dans sa stratégie défectueuse, et on utilise son élan contre lui. J'ai reculé lentement. Je me suis glissé par la porte d'entrée, les refermer jusqu'à ce que le loquet clique silencieusement, et je suis ressorti sous la chaleur torride. Je n'avais pas besoin de crier ou de me battre. J'avais besoin d'un requin. J'avais besoin d'un piège juridique si dévastateur qu'il ne s'en remettrait jamais. J'ai conduit directement depuis le quartier tranquille de mes parents vers le quartier financier du centre-ville, avec ses gratte-ciel de verre et d'acier. Ma colonne vertébrale envoyait des avertissements aigus et incessants dans mes jambes, un rappel constant de ma vulnérabilité physique. Mais la vulnérabilité physique n'équivaut pas à une faiblesse opérationnelle. J'avais besoin d'un type de professionnel spécifique. Je ne voulais pas d'un avocat de la famille qui me demanderait ce que je pensais de mes parents cachant leurs véritables intentions. Je voulais un avocat de protection d'actifs impitoyable, qui traiterait l'avidité familiale comme une maladie à éradiquer. Montgomery opérait depuis une immense suite d'angles au 40e étage. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume anthracite élégant, possédant le calme et le détachement de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à protéger des richesses extrêmes des prédateurs. Je me suis assis en face de son immense bureau en acajou, refusant son offre d'eau pétillante, et j'ai exposé les faits. Je lui ai parlé de ma fusion vertébrale imminente, de la période de récupération de 2 mois, de l'enquête de crédit approfondie sur mes comptes professionnels, et de la conversation glaçante que j'avais entendue dans le couloir de mes parents. J'ai détaillé leur plan de présenter une procuration à activation différée quelques heures seulement avant mon anesthésie, accordant à Wallace le contrôle total de mon capital d'exploitation et l'autorisant à installer Julian comme PDG de ma chaîne hôtelière. Montgomery ne m'a pas offert de pitié. Il m'a offert une évaluation clinique, dévastatrice. Si votre père obtient votre signature sur une procuration financière générale pendant que vous êtes sur un lit d'hôpital,
il détient les clés de toute votre existence financière, a expliqué Montgomery, faisant tourner une épingle en argent entre ses doigts. Au moment où un juge émettra une injonction, vos comptes pourraient être vidés. Votre frère pourrait signer des accords contraignants, qui prendraient des années et des centaines de milliers de dollars en litige à annuler. Il mise sur votre désespoir médical pour contourner l'examen légal normal. Il avait absolument raison. J'ai regardé Montgomery de l'autre côté du bureau poli. Je ne laisserai pas le travail de ma vie devenir le prochain échec subventionné de mon frère, ai-je dit, ma voix froide et dure. Mes hôtels soutiennent des centaines d'employés. J'ai besoin d'un mur si haut que ma famille ne puisse même pas en voir le sommet. Je dois être financièrement invisible pour eux d'ici vendredi matin. Montgomery a posé son stylo et a hoché la tête. Alors, nous vous retirons entièrement de l'équation, dit-il. Nous créons une fiducie irrévocable. Nous retirons votre nom personnel de chaque actif que vous possédez. Il m'a expliqué l'architecture de la défense ultime. C'était un chef-d'œuvre de délimitation bureaucratique. Nous allions établir une fiducie aveugle. Au lieu de simplement gérer mon entreprise en tant que propriétaire individuel, je transférerai la propriété unique de toutes les 4 sociétés à responsabilité limitée des hôtels directement à la fiducie. Nous exécuterions des actes de cession pour l'immobilier commercial, retirant les propriétés physiques massives de mon nom. Mes comptes d'exploitation principaux, mes réserves de paie et mes économies personnelles seraient tous renommés. L'élément le plus crucial de la stratégie était la clause de succession. Mes parents supposaient que la hiérarchie du sang leur accorderait automatiquement le contrôle si j'étais incapable. Montgomery a démantelé cette supposition avec une seule manœuvre juridique. Nous avons nommé un fiduciaire d'entreprise comme mon fiduciaire successeur. Cela signifiait qu'une institution financière indépendante et sans visage intervenait au moment où mon chirurgien vérifiait que j'étais sous anesthésie. Si Wallace tente de présenter sa procuration à votre banque commerciale, la banque la rejettera, a expliqué Montgomery. La banque l'informera que vous ne possédez plus personnellement ses comptes. La seule entité autorisée à décaisser des fonds pendant votre convalescence est un administrateur fiduciaire d'entreprise, siégeant dans un immeuble de bureaux sécurisé. Vos parents ne peuvent pas culpabiliser une banque. Ils ne peuvent pas manipuler un fiduciaire pour financer les illusions de votre frère. Nous avons passé les 6 heures suivantes à élaborer le cadre. En fin d'après-midi, la table de la salle de conférence était couverte d'épaisses piles de papier. J'ai signé mon nom 40 fois. J'ai signé le transfert de mon hôtel phare. J'ai signé le transfert de ma nouvelle propriété boutique. À chaque coup de stylo, j'ai renoncé à ma propriété personnelle de l'empire que j'avais bâti. Et à chaque coup de stylo, je suis devenu, indéniablement, et de manière permanente, intouchable. À 8 heures du matin, ce vendredi-là, Harrison, l'individu, ne possédait absolument rien sur le papier. J'avais construit la forteresse. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils tentent leur siège. Si vous savez ce que c'est que d'être le bourreau de travail dans une famille qui vénère quelqu'un d'autre, et que vous voulez voir exactement comment ce piège se referme, envisagez de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui, votre ville, votre État ou votre pays. Chaque interaction aide davantage de personnes à découvrir ces histoires de reprise de contrôle. Restez à l'écoute, car les conséquences sont spectaculaires. Le piège était entièrement monté, verrouillé et légalement contraignant, dès 8 heures du matin le vendredi. Le week-end s'est écoulé avec une lenteur agonisante. Mon monde physique rétrécissait rapidement aux dimensions du canapé de mon salon, car ma colonne vertébrale qui s'effondrait rendait presque impossible de rester debout plus de 2 minutes à la fois. La douleur n'était plus seulement un choc aigu. C'était un poids constant, lourd et brûlant, qui pressait ma moitié inférieure. J'ai passé ces 48 heures à finaliser les systèmes de paie automatisés, et à envoyer les dernières directives à Elias, mon directeur des opérations, m'assurant que le personnel de mon hôtel avait tout ce dont il avait besoin pour fonctionner sans problème en mon absence. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message à mon frère. J'ai simplement attendu, dans le sanctuaire silencieux de ma maison, sachant exactement ce qui allait arriver. La sonnette a retenti à 7 heures du soir, ce dimanche, la nuit précédant ma fusion vertébrale prévue. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur ma tablette. Wallace et Béatrice se tenaient sur mon porche. Wallace tenait une boîte à pizza en carton bon marché et grasse, provenant d'une chaîne discount de la rue. C'était une démonstration stupéfiante,
presque comique, de soins performatifs. Il complotait activement pour voler un empire hôtelier de 43 millions de dollars, et leur offre de paix à l'homme qu'il s'apprêtait à dévaliser était une pizza au pepperoni de 12 dollars. J'ai déverrouillé le pen dormant depuis ma tablette et les ai invités à entrer. Wallace est entré, apportant avec lui une bouffée d'air chaud d'été. Il a posé la boîte grasse sur mon îlot de cuisine en granit immaculé, ignorant complètement les sous-verres personnalisés. Béatrice a voltigé derrière lui, offrant un sourire tendu et nerveux qui ressemblait plus à une grimace. Elle m'a demandé comment j'allais, mais n'a pas attendu ma réponse avant de commencer à réarranger les bols décoratifs sur mon comptoir. Ils étaient nerveux. Ils possédaient l'énergie nerveuse exacte de voleurs amateurs, tentant d'agir naturellement avant un braquage de banque. Je suis resté sur le canapé, m'appuyant lourdement contre les coussins. Je les ai laissés jouer leur petite mascarade. Wallace a saisi une assiette en carton, y a jeté une part de pizza molle et l'a apportée à la table basse. Il s'est assis dans le fauteuil juste en face de moi. Il n'a pas demandé à quelle heure ma procédure chirurgicale était prévue le lendemain matin. Il n'a pas demandé si mon voisin venait toujours nourrir mon chien pendant que j'étais confiné à l'unité chirurgicale. Son esprit était déjà loin, assis dans le bureau arrière de mon hôtel phare, rédigeant de nouvelles conditions de fournisseurs, et calculant combien de capital il pourrait extraire avant que je ne retrouve mes forces. Je sais que tu as beaucoup en tête en ce moment, Harrison, commença Wallace, posant ses avant-bras sur ses genoux. Sa voix a adopté une cadence paternelle apaisante qui me donnait la chair de poule. La chirurgie est un lourd fardeau. Ta mère et moi parlions, et nous avons réalisé que tu ne devrais pas te soucier de la paperasse administrative ennuyeuse pendant que tu essaies de guérir. Nous voulons te décharger de ce fardeau massif. Dans le secteur des entreprises, chaque fois que quelqu'un propose de vous décharger des tâches administratives, il manœuvre activement pour vous voler votre autorité. Je l'ai fixé, gardant mon expression entièrement neutre. J'ai pris une respiration lente et superficielle, sentant la tension tirer sur mes vertèbres défaillantes. J'ai attendu. Wallace a fouillé dans son sac en cuir et a glissé un épais dossier en carton manie sur la table basse en verre. Le fermoir en laiton a éraflé légèrement le verre. Ce sont juste les contacts d'urgence hospitaliers standards et les directives médicales, expliqua-t-il avec douceur. L'hôpital a besoin de savoir qui est autorisé à parler avec les médecins et à gérer les réclamations d'assurance pendant que tu es sous anesthésie. J'ai fait rédiger ces documents par mon avocat pour m'assurer que tout est conforme aux réglementations de l'État. Tu as juste besoin de les examiner et de signer. J'ai ouvert le dossier. Les premières pages correspondaient exactement à ce qu'il prétendait, des directives de soins de santé standards et des formulaires de décharge de routine nommant Wallace et Béatrice comme mes contacts médicaux autorisés. Un gestionnaire d'opérations moins aguerri aurait pu survoler les 3 premières pages, supposer que le reste du dossier suivait le même thème, et signer aveuglément la dernière page juste pour mettre fin à cette interaction épuisante et douloureuse. Mais ma profession vous entraîne à toujours chercher l'anomalie. On ne jette jamais un coup d'œil à la page de couverture en ignorant les annexes. On audite le dossier entier. J'ai tourné les pages une par une. Le son net du papier épais qui se tourne remplissait le salon silencieux. Page 4. Page 5. Page 6. Wallace me regardait attentivement, ses doigts tambours un rythme agité sur son genou. Il faisait de son mieux pour projeter une patience décontractée, mais son anxiété de base transpirait par chaque pore. Page 7. Puis j'ai atteint la page 8. Le titre en gras, en haut de la page, est passé entièrement de la terminologie médicale à des aspects juridiques financiers agressifs. Il était écrit « Procuration financière durable ». Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas bougé mon poids. J'ai simplement lu le texte avec le détachement froid et mort d'un consultant examinant un contrat terrible. Le document était absolument époustouflant par son ampleur massive. Il accordait à Wallace une autorité illimitée pour gérer, transférer et retirer des fonds de tous les comptes commerciaux portant mon nom. Il l'autorisait à négocier des baux, à résilier des accords avec des fournisseurs et à restructurer la dette de l'entreprise. Puis, j'ai trouvé le mécanisme spécifique qu'ils avaient conçu pour Julien. Enfoui profondément dans le 3e paragraphe de la page 9 se trouvait une sous-clause de délégation. Elle stipulait que l'agent principal, Wallace, détenait le droit légal absolu d'attribuer l'autorité opérationnelle quotidienne à un tiers désigné, sans nécessité de consentement supplémentaire du mandant. Il l'avait délibérément structuré de manière à ce que mon père puisse entrer dans mon hôtel phare, présenter le document,
et légalement installer mon frère incompétent et au chômage comme directeur général de toute mon entreprise. J'ai levé les yeux du dossier et croisé le regard de mon père. Harrison. Les vraies familles se protègent mutuellement, dit-il doucement, déployant le même discours toxique qu'il avait utilisé pour justifier chaque dynamique inégale dans notre foyer depuis mon enfance. Tu as bâti une magnifique entreprise. Ce serait une tragédie de la voir vaciller à cause d'un revers médical temporaire. Concentre-toi sur la survie de l'opération. Laisse-nous nous occuper du reste. L'ironie dramatique du moment s'est abattue sur moi comme une lourde couverture protectrice. Il croyait qu'il faisait glisser une arme chargée sur la table. Il ignorait que j'avais déjà vidé le chargeur. La fiducie avait été légalement investie et enregistrée des jours auparavant. Le document reposant sous mes doigts était légalement caduc. Il ne détenait absolument aucun pouvoir. C'était une pile de papier sans valeur, prétendant être une clé maîtresse. J'ai tendu la main sur la table en verre et j'ai pris mon lourd stylo bleu. J'ai tenu la pointe au-dessus de la ligne de signature en pointillé de la page 10. Wallace retenait littéralement sa respiration. J'entendais le léger hoquet peu profond dans sa poitrine, alors qu'il attendait que je cède mon gagne-pain. J'ai pressé l'encre bleue sur le papier épais et j'ai écrit mon nom avec des traits précis et délibérés, Harrison. Puis j'ai légèrement déplacé ma main vers la droite pour créer un petit espace intentionnel sur la page. J'ai ajouté la date et, juste en dessous, j'ai écrit l'heure exacte, 16h15 de l'après-midi. Je me suis absolument assuré que les chiffres étaient parfaitement lisibles. La chronologie dicte la réalité dans le monde de la protection des actifs d'entreprise. À 8 heures du matin, ce vendredi-là, ma propriété personnelle avait cessé d'exister. Par conséquent, une procuration signée à 16h15 le dimanche après-midi ne me liait légalement à rien. J'accordais à mon père un contrôle étendu et incontrôlé sur un coffre-fort financier qui avait déjà été entièrement vidé et verrouillé derrière un mur fiduciaire d'entreprise. J'ai refermé le dossier, j'en ai tapoté les bords pour aligner parfaitement les pages, et je le lui ai rendu. « Merci d'avoir fait cela, papa », ai-je dit, en rendant ma voix faible et fortement sous médicament. « J'apprécie que tu me décharges de ce poids. » Wallace a exhalé un souffle massif. La tension a complètement disparu de sa posture, instantanément remplacée par un sentiment de triomphe absolu, radieux et écœurant. Il a agrippé le dossier comme un ticket de loterie gagnant. « Repose-toi bien, mon fils. » Il a souri, se levant rapidement. « Nous nous occuperons de tout. » Le lundi matin est arrivé avec la chaleur morne et brumeuse, qui s'installe sur la ville avant même que le soleil ne franchisse entièrement l'horizon. Je me suis rendu au centre chirurgical. Je n'ai pas demandé à un ami de me conduire. Je n'ai pas engagé de service de voiture privée. J'ai serré le volant en cuir et j'ai laissé la douleur lancinante dans mon bas du dos dicter ma lenteur sur l'autoroute déserte. Après m'être garé dans la structure en béton adjacente à l'énorme hôpital, j'ai pris mon sac de nuit et verrouillé les portes. D'autres patients franchissaient les entrées coulissantes en verre, accompagnés de conjoints anxieux, de frères et sœurs et de parents qui portaient leurs affaires et offraient des mots de réconfort discrets. Je marchais entièrement seul. Je me suis approché du bureau des admissions, j'ai remis ma pièce d'identité et j'ai supprimé mes parents de ma liste de contacts d'urgence. J'ai tapé Montgomery, mon avocat en protection d'actifs, et j'ai fourni sa ligne directe de bureau. L'employé a imprimé mon bracelet d'hôpital en plastique et m'a dirigé vers l'unité préopératoire. L'environnement était un exemple parfait d'efficacité stérile. La climatisation bourdonnait constamment, poussant de l'air glacial sur les sols désinfectés. Je me suis changé pour enfiler une fine blouse de coton, assis au bord du lit d'hôpital étroit. L'odeur d'iode et d'eau de javel imprégnait la pièce. Un moniteur de signes vitaux tic-taquait régulièrement à côté de ma tête. J'ai regardé la chaise de visiteur vide en vinyle, nichée dans le coin de mon box. Cette chaise était conçue pour qu'une mère tienne la main de son fils avant une fusion vertébrale majeure. Elle était destinée à un père pour offrir du réconfort. Au lieu de cela, elle était complètement vide. Je savais exactement où étaient mes parents. Ils étaient probablement assis dans leur cuisine spacieuse, buvant du café de qualité supérieure, attendant avec impatience que l'horloge sonne 9 heures. Ils attendaient le moment supposé où je serais rendu complètement inconscient, afin de pouvoir officiellement lancer leur cambriolage. L'anesthésiste a poussé une seringue dans le port de ma ligne intraveineuse. J'ai ressenti un goût métallique et glacial soudain au fond de ma gorge. La pièce a commencé à perdre ses angles vifs.
L'abandon terrifiant de l'anesthésie générale m'a submergé, dissolvant la pièce stérile et les lumières éblouissantes. Je me suis accroché à une dernière pensée vindicative alors que l'obscurité se précipitait à ma rencontre, il pensait m'enterrer. Il ne savait pas que j'avais déjà enterré le trésor. La conscience est revenue, non pas comme un doux éveil, mais comme une arrivée dure et abrupte dans un corps brisé. La douleur ne s'est pas manifestée comme une douleur sourde. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait versé du plomb fondu le long de mes vertèbres inférieures, et l'avait laissé durcir là. J'ai ouvert les yeux aux lumières fluorescentes crues de la salle de réveil post-opératoire. Une infirmière a vérifié mes moniteurs, ajustant la perfusion qui délivrait des analgésiques dans mon sang. J'ai réussi un faible hochement de tête, mais mon attention avait déjà dépassé ma condition physique. Mon corps était ancré à un lit d'hôpital, contraint par des vis en titane et une attelle rigide en plastique, mais mon esprit revenait déjà à mon centre opérationnel. J'ai bougé mon bras droit, luttant contre la résistance lourde et paresseuse, et j'ai tendu la main vers mon sac de biens personnels en plastique transparent. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appuyé mon pouce contre le scanner. L'écran a illuminé le box de récupération faiblement éclairé, et les données entrantes ont peint une image immaculée et magnifique d'un chaos absolu. Je n'ai pas trouvé de message texte anxieux de mes parents, demandant aux chirurgiens des mises à jour médicales. J'ai trouvé une avalanche d'alertes de sécurité automatisées. Les notifications ont défilé sur mon écran en une longue colonne de texte rouge urgent. Elles étaient générées par l'application bancaire commerciale liée à mon empire hôtelier. J'ai tapé sur la première alerte. La première notification était horodatée à 10h14 du matin. Mon chirurgien orthopédiste avait pratiqué l'incision initiale à exactement 9h. Il a fallu à mon père exactement 1h14 pour se rendre de sa maison de banlieue à la succursale du centre-ville de ma banque commerciale. L'alerte détaillait une tentative d'autorisation échouée. Un individu avait présenté un document de procuration physique à un guichetier principal, tentant d'ajouter un nouveau signataire principal à mon compte d'exploitation maître. Le système bancaire, régi strictement par les protocoles rigides du fiduciaire d'entreprise que j'avais installé quelques jours auparavant, a instantanément signalé l'inadéquation de la signature et l'anomalie de propriété. Le compte était verrouillé de manière permanente. Sans se décourager et complètement désespéré, Wallace avait essayé à nouveau. La deuxième alerte était horodatée à 11h30, provenant d'une succursale entièrement différente, de l'autre côté de la vallée. La troisième tentative s'est déclenchée à 12h45. Mon père conduisait littéralement d'un endroit à l'autre, présentant le dossier manie-mort à différents guichetiers, espérant qu'un employé paresseux contournerait les invites de sécurité. Ils exécutaient activement un raid financier, tandis que j'étais littéralement ouvert sur une table d'opération. Avant que je ne puisse pleinement assimiler l'audace logistique purement dégoûtante de leur tournée bancaire, un nouveau message est apparu sur mon écran. Il venait d'Elias. Il gère les fournisseurs agressifs et les clients VIP incroyablement difficiles, sans jamais élever la voix. Il ne panique pas, mais son message texte ressemblait à un dépêche frénétique d'une zone de guerre active. Il écrivait que Julian avait franchi les portes vitrées de l'hôtel phare, juste au début de la ruée cruciale du déjeuner. Julian portait un tout nouveau costume de créateur. Il a complètement contourné le comptoir d'accueil, est entré directement dans le bureau de direction arrière, et a déclaré à haute voix qu'il détenait l'autorité légale pour assumer le contrôle total des lieux. Julian exigeait agressivement les mots de passe maître du système de points de vente. Il voulait un accès illimité au registre de paie et aux marges d'approvisionnement des fournisseurs. Il avait même tenté d'ordonner au chef exécutif d'annuler immédiatement notre service de linge de luxe, affirmant qu'il mettait en œuvre une nouvelle stratégie de synergie d'entreprise pour maximiser les profits. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, les draps raides me griffant la peau, et je fixais les mots numériques. Mon frère, un homme qui n'avait jamais réussi à équilibrer un simple compte courant, se tenait dans mon bureau, tentant de restructurer des contrats hôteliers haut de gamme qui m'avaient pris 5 ans à négocier. Elias m'a demandé s'il devait appeler les autorités locales et faire escorter Julian hors de la propriété par la police pour intrusion. Je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti la sensation froide et engourdissante des analgésiques circulant dans mes veines, et je l'ai laissé guider ma stratégie. Un gestionnaire moins expérimenté aurait immédiatement appelé la sécurité. Un fils s'accrochant à l'illusion pathétique de la loyauté familiale aurait pu appeler son père en pleurs, suppliant une explication. En affaires, lorsqu'un concurrent désespéré lance une campagne agressive basée sur des informations complètement erronées, vous ne l'interrompez pas. Vous lui permettez d'épuiser ses ressources.
Vous lui donnez assez de cordes pour qu'il s'en mêle entièrement. J'ai tapé une seule réponse concise à Elias, laissez-les jouer au patron. Ne leur donnez aucun mot de passe. Laissez-les se cogner au mur. J'ai envoyé le message et verrouillé l'écran de mon téléphone. J'ai reposé ma tête sur le fin oreiller d'hôpital et j'ai souri. Ils croyaient détenir l'atout ultime. Ils n'avaient absolument aucune idée que leurs actions ne faisaient que me fournir une piste d'audit robuste et horodatée de leur propre destruction. 4 jours se sont écoulés dans un brouillard flou de gestion de la douleur programmée et de silence délibérément calculé. Mon monde physique a rétréci aux dimensions étroites du canapé de mon salon. L'énorme armature en titane ancrant ma colonne vertébrale donnait l'impression d'une cage rigide et implacable sous ma peau. Je me déplaçais avec la prudence lente et calculée d'une personne marchant sur de la glace très fragile. L'attelle chirurgicale serrait mon torse, un corset serré qui restreignait sévèrement ma respiration, mais maintenait mes vertèbres en voie de guérison alignées. J'ai passé ces 4 jours à suivre les empreintes numériques depuis ma tablette. Elias m'envoyait quotidiennement des rapports très détaillés de l'hôtel. Julian et Wallace continuaient de traîner autour de l'emplacement phare, jouant au cadre et devenant de plus en plus désespérés, alors que les factures des fournisseurs s'accumulaient et que les verrous bancaires numériques restaient absolument fermes. Ils avaient besoin des jetons bancaires physiques maîtres. Ils avaient besoin que je cède. Le jeudi après-midi, un coursier de transport médical privé m'a ramené de l'hôpital et m'a aidé à m'installer sur le canapé de mon salon. La maison était silencieuse. La climatisation bourdonnait, rafraîchissant les pièces impeccables que j'avais préparées des jours auparavant. J'étais assis dans mon attelle dorsale rigide, une lourde bouteille d'analgésique prescrit reposant sur la table basse, à côté d'un verre d'eau glacée. Je savais qu'il viendrait. Dès que l'hôpital aurait informé Wallace, qui était désigné sur les formulaires leur comme mon mandataire, que mon lit était vide et que j'avais été libéré, il se mobiliserait. Ils avaient besoin de ces jetons numériques pour finaliser leur vol. Ils n'attendraient pas que je guérisse. À exactement 6 heures du soir, la lourde porte d'entrée s'est ouverte sans frapper. Ils avaient gardé la clé de rechange que je leur avais donnée pour les urgences. Wallace est entré le premier, projetant la confiance entièrement fausse d'un général conquérant. Béatrice a suivi de près, tenant un sac d'épicerie en plastique bon marché. Julian est entré en troisième, affichant une expression suffisante et arrogante, et portant un coûteux porte-document en cuir. Mais il n'était pas seul. Une 4e personne les suivait, un homme que j'avais reconnu de mon temps passé à les espionner dans leur couloir. C'était Barrett, l'avocat transactionnel de bas niveau. Il portait un costume gris froissé et une mallette bon marché éraflée. Il possédait le comportement nettement peu raffiné d'un avocat de centre commercial, embauché pour un forfait, afin d'intimider des civils. Ils ont fait entrer un avocat chez moi, sous le prétexte absolu de m'apporter un dîner de bienvenue. L'audace pure et simple de l'embuscade était à couper le souffle. Ils avaient l'intention d'acculer un homme physiquement incapable dans son propre salon, et de le forcer à remettre ses jetons bancaires numériques, sous l'œil vigilant d'un homme de main. Béatrice s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine et a posé le sac en plastique. Elle en a sorti une lasagne industrielle congelée, enfermée dans du papier d'aluminium. Ma mère, une femme qui avait autrefois passé 3 jours entiers à préparer un somptueux dîner à plusieurs plats pour célébrer l'obtention d'un emploi temporaire de Julian dans le commerce de détail, s'était arrêtée au rayon surgelé du supermarché en chemin vers ma maison. Elle n'a même pas pris la peine de réchauffer le repas. Le bloc congelé de fromage et de pâtes reposait sur mon comptoir, décongelant lentement, un symbole parfait et pathétique de leur sollicitude performative et de faible effort. Ils m'ont conduit dans ma propre salle à manger, planant au-dessus de moi pendant que je naviguais lentement, et douloureusement, la distance avec ma marchette. Je me suis abaissé dans la lourde chaise en chêne, gardant ma colonne vertébrale parfaitement rigide. La douleur irradiait vers le bas, un couteau brûlant dans mes nerfs, mais j'ai concentré toute mon attention sur leur langage corporel agressif. Wallace a pris le siège juste en face de moi. Julian s'est assis à ma droite, posant son porte-document en cuir sur la table avec un bruit sourd et autoritaire. Barrett s'est positionné à ma gauche, ouvrant sa mallette et en retirant un élégant ordinateur portable argenté. Béatrice est restée debout près de la limite de la cuisine, planant comme une sentinelle nerveuse, tenant un verre de vin rouge qu'elle avait versé de ma collection personnelle. J'étais complètement encerclé. Le positionnement physique était une tactique d'intimidation agressive classique, conçue pour bloquer mes sorties et submerger mes sens. Wallace a croisé les mains sur le bois poli. « Harrison, commença-t-il,
sa voix adoptant une cadence sombre, longuement répétée. Nous avons passé ces derniers jours à examiner attentivement la pression opérationnelle de tes hôtels. Gérer 4 emplacements est un fardeau immense pour une personne en bonne santé. Pour quelqu'un qui fait face à ta récupération exténuante, c'est une tâche impossible. Nous voulons te voir guérir. Nous voulons que tu passes à une vie beaucoup moins stressante. Il a livré le monologue avec une sincérité feinte, prétendant que son avidité extrême était en réalité un acte de miséricorde paternelle. Julien s'est penché en avant, les yeux brillants d'une arrogance imméritée. J'ai analysé les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement toute la semaine, a déclaré Julien, bombant le torse. Le personnel est désespéré d'avoir un nouveau leadership. Je suis prêt à prendre la direction de manière permanente en tant que directeur général. Nous pouvons rafraîchir la marque des espaces, rationaliser les fournisseurs, et augmenter les marges bénéficiaires. Tu pourras prendre un rôle de partenaire silencieux et simplement percevoir un dividende passif pendant que tu te reposes. Mon frère, dont la seule expérience commerciale consistait à faire faillite à 3 entreprises et à vider la retraite de nos parents, me donnait agressivement des leçons sur les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Il m'offrait généreusement un dividende passif de ma propre entreprise de 43 millions de dollars. J'ai regardé ses ongles manucurés et son blazer coûteux. Wallace a impatienté la conversation vers l'obstacle logistique qu'ils avaient rencontré. Nous avons essayé de traiter les paiements des fournisseurs en utilisant la procuration que tu as signée, a-t-il expliqué, son ton durcissant considérablement. La banque commerciale s'est montrée étonnamment peu coopérative. Ils ont affirmé que les comptes exigent un jeton physique numérique pour vérifier les mises à jour de signature. Nous avons besoin que tu nous remettes ces fobs immédiatement, Harrison. Nous ne pouvons pas nous permettre de retard dans la paix. De plus, Barrett est ici pour s'assurer que le registre des sociétés de l'État reflète la nouvelle structure de gestion. Nous allons officiellement enregistrer le transfert de contrôle opérationnel dès maintenant. Barrett, l'avocat, a ouvert son ordinateur portable argenté. L'écran a illuminé la salle à manger faiblement éclairée. Il a connecté son appareil à son point d'accès mobile, ses doigts volant sur le clavier. Il a navigué directement vers le site web de la Commission des sociétés d'Arizona, le registre officiel de l'État où chaque société à responsabilité limitée doit strictement lister ses gérants autorisés et ses véritables propriétaires. Il a sorti le document de procuration frauduleuse de sa mallette, le même dossier que j'avais signé avec mon stylo bleu quelques jours plus tôt. Il l'a placé à côté de son ordinateur, prêt à utiliser ma signature leur pour écraser mes déclarations d'entreprise. La tension dans la pièce s'est épaissie, pressant contre mes côtes. Ils attendaient que je cède. Ils s'attendaient à une supplication de miséricorde, une négociation en larmes, ou une tentative frénétique de s'emparer du dossier sur le bureau. Je n'ai rien offert de tout cela. J'ai croisé calmement mes mains sur mes genoux. J'ai regardé directement l'avocat engagé. Allez-y, ai-je dit. Ma voix était douce, portant l'autorité absolue et détachée d'un directeur général autorisant un audit de routine. Vérifiez l'entité. Mettez à jour le registre de l'État tout de suite. Si vous appréciez cette histoire et que vous savez exactement ce que l'on ressent quand on renverse enfin la situation face à des membres de la famille toxique, prenez une seconde pour commenter le mot « complet » ci-dessous. C'est un petit gage d'honneur montrant que vous avez atteint la meilleure partie du piège, et je liquerai et répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Maintenant, regardons l'Empire s'effondrer sur leur tête. Barrett a jeté un regard rapide et très incertain dans ma direction. Il était habitué à traiter avec des cibles paniquées et acculées. Ma conformité sereine et glaciale le déconcertait profondément, mais son désir désespéré de percevoir ses honoraires fixes l'a emporté sur ses instincts professionnels. Il a reporté son attention sur le portail du registre de l'État. Ses doigts ont claqué sur le clavier, tapant le nom officiel de l'exploitation de ma propriété phare. Il a appuyé sur la touche « Entrée » d'une tape nette et décisive. La salle à manger est tombée dans un silence lourd et suffocant. Le seul son était le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur portable et le faible ronronnement de la climatisation centrale, poussant l'air frais à travers les grilles. Wallace a cessé de taper du pied. Julien a retenu son souffle, se penchant en avant. Ils regardaient tous la barre de chargement bleue du navigateur, attendant que mon nom s'affiche à l'écran, afin de pouvoir officiellement le remplacer par le leur. La page s'est rafraîchie. Les données du registre se sont chargées en texte noir, clair et incontestable. Je n'ai pas regardé l'écran. J'ai simplement observé le visage de Barrett.
Dans les négociations commerciales à enjeux élevés, il n'est jamais vraiment nécessaire de regarder les chiffres si l'on sait lire la personne qui les traite. Le front de Barrett s'est profondément plissé, son expression confiante et mielleuse a immédiatement vacillé, remplacée par un léger plissement des yeux d'une profonde confusion. Il s'est penché beaucoup plus près de l'écran, son nez à quelques centimètres de l'écran lumineux. Il a tendu la main et a cliqué sur l'icône d'actualisation. La page s'est rechargée. Le texte est resté absolument identique. Supposant qu'il avait simplement fait une erreur typographique, Barrett a surligné la barre de recherche, a supprimé son entrée précédente et a rapidement tapé le nom légal exact de mon deuxième hôtel-boutique commercial. Il a appuyé de nouveau sur « Entrée ». Les résultats se sont affichés instantanément. Ses épaules sont tombées. La couleur a rapidement déserté ses joues, laissant sa peau d'une teinte grise pâle et maladive. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam bougeant au-dessus de son col serré. Il a retiré ses mains du clavier, comme si les touches en plastique étaient soudainement devenues brûlantes. Y a-t-il un problème de connectivité, a demandé Wallace, son ton empreint d'une impatience soudaine et vive. Entrez simplement les codes de transfert. Nous devons finaliser le transfert opérationnel avant que les banques ne ferment officiellement pour la soirée. Barrett n'a pas tapé les codes de transfert. Il a lentement tourné la tête pour regarder mon père. L'arrogance qu'il avait affichée en entrant chez moi, seulement 20 minutes auparavant, s'était entièrement évaporée. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait sur une voie ferrée active, avec un train de marchandises qui approchait. « Wallace », dit l'avocat, sa voix était mince, entièrement dépouillée de son autorité retentissante précédente. Il hésita, cherchant désespérément la terminologie juridique correcte pour porter un coup fatal sans être lui-même poursuivi en justice. « Je ne peux pas traiter le transfert opérationnel. » Julien a claqué sa main sur le bois poli de ma table à manger. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas le traiter » a-t-il exigé, sa voix stridente et incroyablement arrogante. « Tu as dit que la procuration donnait le contrôle total à papa. Soumets juste ces fichus formulaires et inscris-moi comme PDG. Fais ton travail. » Barrett n'a pas regardé Julien. Il a gardé son regard horrifié fixé sur Wallace. « Je ne peux pas soumettre les formulaires de transfert parce que la procuration que vous avez fournie est complètement invalide pour cette transaction, a-t-il expliqué, ses mots mesurés et très prudents. Ces sociétés à responsabilité limitée n'appartiennent pas à Harrison. La phrase flottait dans l'air, un obstacle physique massif que mon père ne pouvait tout simplement pas comprendre. Wallace a cligné des yeux, son visage se tordant en un masque de pure confusion. « De quoi parles-tu » a-t-il rétorqué, le volume montant considérablement. « Bien sûr qu'ils lui appartiennent. Il les a construits. Son nom est sur les licences hôtelières commerciales. Nous avons les documents fiscaux. » « Il ne les possède pas, Wallace, » a répété Barrett, saisissant l'ordinateur portable argenté et le tournant physiquement pour que l'écran fasse directement face à mon père et à mon frère. « Le registre de l'État est définitif. Le seul membre et propriétaire légal de toute cette entreprise, ainsi que de tous les actes immobiliers commerciaux et capitaux d'exploitation associés, est une entité désignée connue sous le nom de fiducie aveugle irrévocable. » Julien a fixé l'écran, ses yeux parcourant le jargon juridique dense sans comprendre la réalité structurelle de ce qu'il lisait réellement. « Qu'est-ce qu'une fiducie » a claqué Julien, tournant son regard vers moi. « Est-ce une sorte de faille fiscale bon marché ? Annulez-la. Papa a la signature maîtresse. » « Ce n'est pas une faille » a soupiré Barrett, se frottant agressivement les tempes du bout des doigts. Il réalisait enfin le péril juridique profond et catastrophique dans lequel mon père l'avait aveuglément entraîné. C'est une fiducie irrévocable et, selon les dépôts de l'État, le capital d'exploitation n'est plus géré par un individu. Il est entièrement contrôlé par un fiduciaire d'entreprise. Wallace a détourné le regard de l'écran lumineux de l'ordinateur portable pour le fixer sur le dossier en manille posé sur la table. Le dossier exact contenant la signature lors qu'il avait célébré tout le week-end. « Mais j'ai sa procuration financière » insista-t-il, pointant un doigt tremblant violemment vers l'encre bleue sur la dernière page. Il a signé ce document juste devant moi. Cela me donne le contrôle total sur ses actifs. Barrett a fermé les yeux une fraction de seconde. Vous ne comprenez pas les mécanismes de base de la protection des actifs, Wallace. Une procuration personnelle ne vous accorde le contrôle que sur les actifs que Harrison détient en son nom propre. Elle vous permet de gérer son compte courant personnel ou de vendre son véhicule personnel.
Mais Harrison ne détient absolument aucun actif commercial personnel. Il a transféré toute son entreprise commerciale de 43 millions de dollars à la fiducie, le vendredi matin. Il ne possède rien. La fiducie possède tout. L'avocat a tapé sur le dossier manie inutile avec dégoût. Ce document que vous m'avez apporté est un papier sans valeur. Il vous accorde une autorité sur un coffre-fort vide. Vous ne pouvez pas réattribuer le titre de PDG parce que vous ne possédez pas la capacité juridique d'interagir avec le fiduciaire d'entreprise. Les directeurs de banque ont rejeté vos tentatives d'accès lundi, non pas parce qu'ils avaient besoin d'un jeton numérique, mais parce que vous tentiez d'accéder à des fonds massifs qui appartenaient légalement à un administrateur fiduciaire siégeant dans un immeuble de grande hauteur. Vous n'avez aucune autorité légale ici. La réalité terrifiante de la situation s'est abattue dans la pièce, lourde et implacable. La forteresse d'entreprise que j'avais bâtie avec Montgomery fonctionnait exactement comme prévu. Les murs étaient impénétrables. Les portes étaient verrouillées, et ma famille se tenait dehors dans le froid, brandissant un jeu de clés forgées, totalement inutile. Ils avaient parfaitement chronométré leur embuscade, acculant un patient vulnérable dans sa propre maison, armé d'un avocat engagé et d'une pile de demandes. Ils avaient omis de tenir compte de mon intelligence. Béatrice se tenait près de la limite de la cuisine, sirotant un verre de vin rouge coûteux qu'elle avait versé de ma collection, arborant l'expression complaisante d'une femme qui croyait son avenir financier définitivement assuré. Lorsque Barrett a prononcé la phrase « fiduciaire d'entreprise » et a expliqué explicitement que le dossier Mani était entièrement inutile, ses compétences motrices fines ont simplement cessé de fonctionner. Le délicat verre à pied en cristal lui a glissé des doigts détendus. Il a plongé vers les planchers en chêne massif. L'impact a produit un craquement aigu et assourdissant, qui a résonné contre le plafond voûté de la salle à manger. Des éclats de verre fin ont explosé sur le bois poli, se dispersant comme des éclats. Le vin rouge foncé a éclaboussé lourdement les plaintes blanches, et s'est accumulé dans les profondes rainures du plancher, ressemblant exactement à du sang frais. Le bruit chaotique soudain a brisé le silence pesant. Personne n'a bougé pour prendre une serviette. Personne ne s'est penché pour ramasser les morceaux cassés. Julien s'est lourdement affaissé sur sa chaise, la couleur complètement disparue de son visage arrogant. Il a regardé le coûteux porte-documents en cuir qu'il avait apporté pour ranger ses nouveaux contrats de direction. Il a réalisé qu'il n'était pas un directeur général. Il n'était qu'un homme de 30 ans, au chômage, assis dans la salle à manger de son frère, tenant un sac vide. Wallace a arraché son regard de l'écran de l'ordinateur portable argenté et m'a fixé directement. La vague initiale de confusion paralysante a rapidement déserté ses traits, instantanément remplacé par un cramoisi profond et rougeoyant qui a rampé au-dessus de son col et a envahi tout son visage. Le masque paternel et apaisant qu'il avait arboré en entrant chez moi s'est complètement dissous en une panique féroce et acculée. Il a repoussé sa chaise avec un raclement dur et grinçant contre les planches du parquet. Il a posé fermement ses mains sur le bord de la table à manger, penchant le haut de son corps vers moi, comme si la proximité physique pouvait, d'une manière ou d'une autre, magiquement altérer la réalité juridique du registre des sociétés. « C'est toi qui as tout manigancé » accusa-t-il, sa voix épaisse d'une indignation croissante et furieuse. « Tu t'es assis là, dans le salon, dimanche, tu m'as regardé droit dans les yeux, et tu as signé un document légal que tu savais entièrement caduc. Tu as orchestré toute cette mascarade juste pour nous humilier. Tu as agi derrière notre dos. » Il a lancé l'accusation ridicule à travers la table, essayant désespérément de s'emparer du terrain moral élevé. C'était exactement la même tactique manipulative qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance. Chaque fois que j'établissais une limite ou que je refusais de subventionner Julien et ses choix financiers chaotiques, Wallace tordait le récit, présentant ma simple autopréservation comme une attaque directe et malveillante contre l'unité familiale. Il s'attendait pleinement à ce que je baisse les yeux. Il s'attendait à ce que j'offre des excuses hésitantes, pleines de culpabilité, pour avoir protégé mes propres moyens de subsistance. Je suis resté parfaitement droit, l'attelle médicale restreignant sévèrement tout mouvement de ma colonne vertébrale inférieure, mes mains reposant légèrement et calmement sur mes genoux. J'ai laissé sa juste colère planer dans l'air pendant un long moment inconfortable. Je voulais que l'avocat engagé soit témoin de la nature toxique exacte du patriarche qu'il représentait. Je voulais que Julien entende le désespoir absolu dans la voix de son père. Quand j'ai finalement parlé, mon ton ne contenait aucune chaleur. Il était clinique, professionnel, et d'un calme dévastateur. J'ai agi derrière votre dos pendant que j'étais éveillé. Papa, ai-je dit.
Vous avez agi derrière le mien pendant que j'étais dans le coma. Ces mots l'ont frappé avec la force formidable d'un coup physique. Sa mâchoire s'est serrée et il a ouvert la bouche pour formuler une défense, mais la vérité crue et sans phare l'a dépouillé de ses armes rhétoriques habituelles. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de m'interrompre. J'ai tenu bon et j'ai procédé au démantèlement de tout son stratagème avec la précision méthodique et impitoyable d'un audit d'entreprise. Vous êtes entré chez moi, portant ce dossier manie sous le prétexte absolu de soulager ma charge administrative, ai-je continué, ma voix stable et inébranlable. Mais la fiducie irrévocable avait été déposée, vérifiée et légalement investie 48 heures avant cette interaction. Au moment où vous avez demandé ma signature, j'avais déjà renoncé à la propriété personnelle de l'Empire hôtelier. Vous avez demandé à un fantôme les clés du coffre-fort. Julien a croisé les bras sur son blazer de créateur, sa manucure impeccable s'enfonçant férocement dans le tissu coûteux de ses manches. Tu nous as trompés, ricana-t-il, sa voix tremblante, complètement dépouillée de son ancienne arrogance. Tu nous as laissé croire que nous étions aux commandes. Tu m'as laissé passer les 4 derniers jours à planifier les transitions de fournisseurs et à interviewer de nouveaux fournisseurs. J'ai tourné mon regard glacial vers mon frère. Je n'ai trompé personne, ai-je corrigé. J'ai sécurisé mon périmètre parce que je savais exactement ce que vous deux prévoyiez de faire, au moment où l'anesthésie chirurgicale m'entraînerait. Je sais exactement où vous étiez lundi matin. Le fiduciaire d'entreprise enregistre rigoureusement chaque tentative d'accès non autorisé. Pendant que le chirurgien orthopédiste forait activement des vis en titane dans ma colonne vertébrale qui s'effondrait, vous conduisiez à travers la ville, présentant une procuration frauduleuse à plusieurs guichetiers de banque, essayant désespérément de forcer mes comptes de paix. Avant même que mon pouls ne se stabilise dans la salle de réveil. Béatrice a halté depuis la limite de la cuisine, pressant une main tremblante contre sa clavicule. Elle a regardé Wallace, ses yeux écarquillés par la réalisation horrifiante que leur empreinte numérique les avait entièrement trahis. Vous avez tenté de résilier mes contrats de fourniture de linge de luxe pour empocher la différence de marge, ai-je continué, m'assurant que chaque syllabe portait un impact maximal. Vous avez essayé de piller une entreprise fonctionnelle de 43 millions de dollars, et vous avez eu l'audace absolue de vous asseoir à ma table à manger et d'appeler cela aider la famille. Barrett, l'avocat engagé, a silencieusement fermé son ordinateur portable argenté. Le claquement sec de la charnière a coupé la tension restante dans la pièce. C'était un homme qui facilitait des manœuvres commerciales douteuses pour un forfait, mais il a instantanément reconnu un échec catastrophique, pouvant mettre fin à une carrière, quand il en a vu un. Il a commencé à glisser ses documents dans sa mallette éraflée, ses mouvements extrêmement pressés et erratiques, désespéré de se distancier légalement de clients qui venaient d'être exposés comme des voleurs d'entreprise incompétents. J'ai tendu la main vers la table basse et j'ai pris mon appareil mobile. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai navigué vers mes contacts récents. Montgomery attendait mon appel. J'ai tapé son nom et j'ai appuyé sur l'icône du haut-parleur. La tonalité a retenti 2 fois, un son fort et clair qui a percé le lourd silence de la salle à manger. Montgomery a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix a rempli l'espace, nette et complètement dénuée d'émotion. « Bonsoir, Harrison, dit Montgomery. Je suppose que la réunion est en cours. » La réunion touche à sa fin, Montgomery, ai-je répondu, gardant mes yeux fixés sur mon père. J'ai besoin que vous émettiez les directives formelles. Ils écoutent actuellement via le haut-parleur. Montgomery est immédiatement passé dans le rôle de l'exécuteur fiduciaire d'entreprise. Wallace, Béatrice et Julien, commença-t-il, sa voix projetant une autorité absolue et claire. Vous parlez avec le conseiller juridique principal de la fiducie irrévocable. Vous êtes par la présente formellement informé que votre présence physique n'est plus autorisée sur les lieux de l'un des 4 emplacements hôteliers. Si vous tentez de franchir le seuil, les directeurs généraux ont reçu l'instruction de contacter les forces de l'ordre local et d'engager immédiatement des poursuites pénales pour intrusion. Julien a poussé un petit cri aigu, fixant son porte-document en cuir vide. Montgomery n'avait pas fini. De plus, nous émettons un ordre verbal de cesser et de s'abstenir, effectif à cet instant précis, a poursuivi l'avocat. Vous cesserez toute communication avec nos fournisseurs, nos représentants bancaires commerciaux et nos propriétaires immobiliers. Julien, nous avons réussi à sécuriser les communications numériques que vous avez envoyées à nos fournisseurs. Tenter de résilier des contrats commerciaux établis tout en revendiquant faussement une autorité exécutive n'est pas un simple malentendu. C'est une fraude commerciale.
L'administrateur fiduciaire examine actuellement ces courriels pour déterminer si nous devons engager des dommages et intérêts civils pour ingérence abusive. C'était le point de rupture. Barrett a claqué sa mallette, a murmuré une excuse discrète à personne en particulier, et a pratiquement couru vers la porte d'entrée. Il s'est enfui, laissant mes parents debout dans les décombres de leur propre ambition. Béatrice a finalement craqué, des larmes coulant sur son visage, pleurant que l'argent déchirait la famille. La réunion est terminée, ai-je annoncé, serrant les accoudoirs de ma chaise. Le transfert d'entreprise est caduc. La procuration est nulle et non avenue. Vous avez vos avertissements légaux. Prenez votre lasagne congelée et quittez ma maison immédiatement. Si jamais vous revenez sur cette propriété, je vous ferai physiquement expulser par la police. Wallace avait l'air vieux, vaincu, et profondément fatigué. Il a ramassé le dossier manie inutile, s'est retourné sans dire un seul mot, et est sorti. Julien et Béatrice l'ont suivi dans la nuit humide. La lourde porte en bois a claqué, me laissant complètement seul dans l'air calme et frais de ma maison. La bataille était gagnée. 3 mois se sont écoulés. La chaleur torride et oppressante de l'été a finalement cédé la place au matin clair et frais de la fin de l'automne. Guérir d'une fusion vertébrale massive n'est pas un processus simple et linéaire. Cela exigeait le même type de discipline acharnée et intransigeante que j'avais utilisé pour bâtir toute mon entreprise. J'ai passé ces 90 jours engagés dans une physiothérapie rigoureuse et épuisante. J'ai réappris à marcher sans favoriser lourdement ma jambe gauche. J'ai appris à m'asseoir, à me tenir debout et à naviguer dans le monde avec une colonne vertébrale renforcée de façon permanente par du matériel en titane. Chaque mouvement exigeait une intention calculée, mais j'ai surmonté l'intense inconfort physique, avec la certitude absolue que mon écosystème d'entreprise était en sécurité, isolé des parasites émotionnels de mon passé. Pendant ces longues semaines tranquilles passées chez moi, j'ai eu une profonde révélation. La solitude n'est pas la même chose que l'isolement. Pendant toute ma vie d'adulte, ma famille biologique avait rempli mon espace de demandes constantes, de crises financières fabriquées et de bruits émotionnels toxiques. Lorsque ce bruit a finalement été éradiqué par un mur légal qu'il ne pouvait pas escalader, je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti incroyablement, brillamment léger. Un mardi matin, exactement 12 semaines après mon opération, mon chirurgien orthopédiste m'a officiellement autorisé à retirer définitivement l'attelle dorsale rigide en plastique. J'ai quitté sa clinique et j'ai traversé le parking, sentant la brise fraîche d'automne directement sur mon dos pour la première fois depuis des mois. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé directement vers mon hôtel boutique phare, au centre-ville. Je n'ai pas dit à Elias que je venais. Je voulais simplement voir l'écosystème que j'avais construit, et je voulais entrer dans mon propre bâtiment, selon mes propres termes. Je me suis garé sur le parking du Valais, juste avant la forte affluence du déjeuner. Le soleil matinal brillant éclairait la façade magnifiquement restaurée. J'ai franchi les lourdes portes d'entrée en versant la raideur mécanique et douloureuse qui avait défini ma posture pendant un quart d'année. Le hall massif sentait l'eucalyptus frais et le cuir coûteux. C'était l'arôme exact de mon indépendance. Elias se tenait près du bureau du concierge, examinant le plan de table pour l'événement corporatif de l'après-midi. Il a levé les yeux, m'a vu marcher sans l'attelle, et s'est figé. Il n'a pas offert de salutation corporative polie, ni de poignée de main standard. Il a traversé le sol en marbre et a enlacé mes épaules d'une étreinte attentive, et véritablement chaleureuse. Le personnel de la réception, les bagagistes et le concierge ont arrêté leur travail et se sont rassemblés. Ils ont formé un cercle de soutien vrai et indéniable. Ils ne m'ont pas demandé d'argent. Ils ne m'ont pas demandé de mots de passe administratifs, ni de marge de fournisseur. Ils m'ont demandé si ma douleur avait vraiment disparu. Ils m'ont présenté un grand livre financier impeccable et très rentable, prouvant qu'ils avaient gardé le travail de ma vie avec une loyauté féroce et intransigeante. Pendant que je récupérais dans un isolement total, ils avaient protégé la chaîne d'approvisionnement. Ils avaient maintenu les marges bénéficiaires élevées. Ils ont traité mon entreprise avec la révérence absolue qu'elle méritait, parce que je les traitais avec le respect qu'ils avaient gagné. Ils s'étaient mobilisés pour gérer l'entreprise, non pas pour la voler, mais pour la préserver pour mon retour. Le contraste entre la chaleur de mon personnel hôtelier et la réalité froide et pathétique de l'existence actuelle de mes parents a fourni une dure leçon de résilience. Wallace et Béatrice apprenaient actuellement la dure mathématique de leur propre mauvais choix. J'ai reçu des mises à jour détaillées via la périphérie de mon réseau professionnel.
le fiduciaire d'entreprise a continué de fonctionner comme un mur impénétrable, bloquant toute demande financière provenant de mes parents biologiques. Sans mon capital d'exploitation pour servir de fonds de sauvetage massif, la réalité de Julian et de ses échecs chroniques s'est finalement abattue sur mes parents. Wallace n'a pas pu payer les avis de recouvrement agressif déposés par Barrett, l'avocat engagé. Barrett a officiellement obtenu une saisie financière sur leur propriété de banlieue, pour récupérer ses honoraires juridiques impayés. Béatrice ne pouvait plus refinancer leur maison en stuc, car la valeur nette était déjà réduite à 0. Ils ont été laissés seuls face à leurs créanciers en colère, sans un fils riche pour les protéger des conséquences. Julian s'est retrouvé complètement bloqué dans une réalité où il ne pouvait plus jouer le rôle d'un futur directeur général. Il n'avait pas d'hôtel à piller et pas de contrat de fournisseur à saboter. Ses amis aisés ont cessé de lui retourner ses appels, une fois que la vérité du raid corporatif manquait à circuler dans la communauté des affaires locales. Il avait 30 ans, ne possédait aucune compétence monnayable, et vivait dans une maison avec des parents qui sombraient rapidement dans l'insolvabilité totale. Ils étaient piégés ensemble dans un écosystème suffocant, de leur propre conception. La banque de Harrison était fermée, de manière permanente et irrévocable. Quand vous passez toute votre vie à fonctionner comme l'infrastructure fiable pour des gens ingrats, vous développez une perception complètement faussée de votre propre valeur. Vous commencez à croire que votre valeur est directement liée à votre capacité à absorber les dommages. La lame chirurgicale qui a coupé ma colonne vertébrale a fait bien plus que fusionner mes vertèbres qui s'effondraient. Elle a rompu de façon permanente le lien invisible qui me liait à leurs attentes toxiques. J'ai réalisé que la vraie indépendance n'est pas seulement d'accumuler une richesse massive ou d'établir des chaînes d'approvisionnement rentables. La vraie indépendance est la protection rigoureuse et sans excuse de votre propre paix. Je suis entré dans mon bureau de direction arrière, la même pièce exacte où Julian avait mesuré avec arrogance les murs pour son bureau imaginaire. L'espace était exactement comme je l'avais laissé. Les jetons bancaires numériques reposaient en toute sécurité dans le coffre-fort verrouillé. Je me suis assis dans ma chaise ergonomique et je n'ai ressenti absolument aucune douleur physique. La fondation était sécurisée, et l'empire était le mien. Ils ont dit à la famille élargie que j'avais perdu la tête à cause de l'anesthésie et que je les avais trahis pour de l'argent. Alors, je veux vous demander, ai-je eu tort de les exclure de l'empire que j'ai bâti avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes? Ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Laissez votre verdict et partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que la loyauté se gagne et ne s'hérite pas, aimez cette vidéo et abonnez-vous à pour plus d'histoires vraies de reprise de contrôle. N'oubliez pas, vous ne devez pas à vos agresseurs une sortie polie. Établissez vos limites. Verrouillez vos portes.